Salut tout le monde, c'est Antoine de la chaîne Tonyphone. Alors aujourd'hui, un test un petit peu particulier dans le sens où ce sera pas un test de déballage ou un test de présentation d'un produit, dans le sens où le Galaxy S8 est, je pense, un des smartphones les mieux connus d'entre vous et de la presse spécialisée. Du coup, ce que je voulais présenter, c'était uniquement la partie photo, comme de mon côté, j'ai fait énormément de photographies avec des appareils réflex pro et autres. Donc j'ai un certain, entre guillemets, une certaine connaissance de la photographie. Donc je voulais simplement rebalayer avec vous la partie qui a été mise en avant par Samsung, c'est-à-dire son capteur photo de 12 mégapixels qui est pas forcément très différent de celui initialement présenté sur le Galaxy S7. On est toujours sur une technologie à 12 mégapixels avec une ouverture à f1.7, donc c'est l'ouverture la plus grande du marché actuellement avec l'iPhone 7. Et la production des capteurs est divisée en deux, pour deux gros constructeurs. En fait, vous avez soit Sony qui fait le IMX33, ou alors vous avez la fabrication Samsung directement qui, eux, fabrique l'Isocell S5K2L2. Donc des noms un petit peu barbares pour des capteurs photo très perfectionnés. La particularité de Samsung en photographie, c'est de jouer sur des pixels qui sont un petit peu plus grands. En fait, si vous voulez, plus le pixel sera grand et plus l'entrée de lumière sera généreuse. Du coup, ça permettra d'obtenir de meilleures photographies en basse luminosité. C'est-à-dire que le smartphone, au lieu de contrebalancer le manque de lumière en augmentant les ISO, ben, il pourra simplement prendre une photo en l'état, donc sans dégrader la qualité de l'image. Et l'autre particularité d'avoir des capteurs un petit peu plus grands, c'est notamment de générer un flou un petit peu plus doux et plus prononcé sur les photographies. C'est-à-dire que plus le capteur est grand en photographie, plus le bokeh, donc la profondeur de champ, sera courte, ce qui vous permettra de refaire sortir un petit peu le sujet de votre photographie. Ça peut être généré numériquement comme propose aujourd'hui Huawei ou Xiaomi sur leur smartphone avec des effets de bokeh, même iPhone, enfin Apple propose ça sur l'iPhone 7, plus uniquement. Donc générer un effet de bokeh, mais alors là ce sera uniquement numérique. Or sur les capteurs photo, comme on en fabrique encore aujourd'hui, c'est uniquement l'optique qui génère ça. Plus le capteur sera grand, plus la profondeur de champ sera courte, et du coup c'est pour ça que les photos portraits professionnels, on a vraiment l'impression que le sujet se détache du fond, et c'est ce qui est recherché aujourd'hui en photographie. Donc pour le Galaxy S8, donc on retrouve le capteur 12 mégapixels qui est d'une technologie très proche, si ce n'est pas la même que ce qui était proposé sur le Galaxy S7. 12 mégapixels, stabilisation optique, ouverture à f1.7, donc une ouverture constante. Il n'y a pas bien sûr de possibilité de modifier l'ouverture du diaphragme. Donc pour ce qui est de la présentation de la partie photographique, donc vous avez pas mal de paramètres différents. Donc déjà vous pouvez choisir vous-même directement les résolutions, ce qui n'est pas le cas sur les Xiaomi Mi 6 par exemple, qui est lui directement placé en résolution maximale. Vous pouvez juste régler les sous-réglages, à savoir si vous voulez une qualité fine ou pas. Donc là vous pouvez choisir en fonction de la résolution de l'appareil photo, donc de 12 mégapixels en passant à 6,2 à 9,1, et vous pouvez également changer le format, donc 4 tiers, 16 neuvième, 18 5 neuvième, enfin 18,5 neuvième, pardon, donc ça c'est un format qui est lié uniquement à l'écran. Donc du coup, si vous sélectionnez ce format, vous aurez la partie photo qui sera théoriquement, si je le soulève, vous voyez, sur tout l'écran. Donc ça c'est un format un petit peu particulier, méfiez-vous quand même lors du développement, ou si vous voulez les partager, elles auront un format un petit peu spécifique. Donc si vous voulez le plus de détails et le plus de pixels, grosso modo, il faut se mettre en format 4 tiers. Vous avez la possibilité d'enregistrer les fichiers en RAW et en JPEG, sachant que le RAW permet de faire un plus gros post-travail sur PC. Le fichier RAW, en fait, a l'avantage d'être un fichier brut de capteur, donc il n'y a pas eu de recalcul derrière fait par un logiciel ou quoi que ce soit, ou par un processeur. C'est ce qu'on appelle une photo brute de capteur, d'où le nom RAW justement qui signifie ça. Donc il y a la possibilité de le faire, ce qui est sympathique. Pour la vidéo, vous avez un panel complet de résolution, ça va du VGA au UHD, donc ça va du 640 par 480 au 3840 par 2160. Alors après, il faut quand même avoir conscience qu'une vidéo en UHD, ça pèse très 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 lourd. Donc voilà, on peut faire des courtes vidéos qui peuvent être sympas, etc. Mais il faut quand même avoir conscience que c'est assez important.
au niveau de la masse et du transfert, et c'est impossible quasiment à gérer sur un PC bas de gamme ou un PC un petit peu dépassé, quoi. Votre logiciel et votre PC va vraiment ramer. Vous avez la possibilité de faire une mise au point suivi AF, donc ça, soit vous sélectionnez sur l'écran, soit lui s'en charge. C'est un petit peu basique. Vous avez l'option correction de forme. Donc là, en fait, c'est ce qui va générer une correction de la déformation liée à l'optique. Comme l'optique n'a pas une focale dite de 50 mm, en fait, toutes les perspectives auront tendance à vouloir se rapprocher vers l'intérieur de la photographie. Et lui, en quelque sorte, maîtrise un algorithme en fait, qui va tendre à remettre les lignes droites dans leur forme d'origine. Donc ça, c'est une option qui est particulièrement sympa. Vous avez la possibilité de mettre un minuteur. Après, pour le capteur avant, qui nous intéressera moins aujourd'hui, vous êtes en 8 mégapixels, 6 ou 6 mégapixels. Enfin, 6 ou il n'y a que 6 en fait, 8 ou 6 mégapixels en fonction du format. Et voilà pour ce qui est de la photographie, vraiment la partie importante. Vous avez également la possibilité de mettre une grille, que ce soit carré en 3 par 3. Donc ça, c'est toujours important parce qu'en photographie, si vous voulez vous y lancer un petit peu, il y a une règle qu'on appelle la règle des 3 tiers. Donc quand vous voulez faire une photo, il faut jamais vraiment, enfin pas jamais, mais il y a une règle qui dit qu'on évite de centrer son sujet. Et grâce à ces carrés 3 par 3, vous arrivez vraiment à composer votre photo en 3 tiers avec par exemple le visage d'une personne dans l'extrême coin et puis un fond qui dégrade un petit peu pour générer en plus un bokeh, détacher la personne du fond. Et du coup avec ces grilles, ça permet de le faire assez facilement et de visualiser sa photo un petit peu. Vous pouvez bien sûr enregistrer la localisation de ces photos, mettre des notes sur les photos que vous avez prises, le lancement rapide qui ça est commun à pas mal de smartphones aujourd'hui, le contrôle vocal qui en disant cheese, capture, shooter ou sourire prendra une photo ou une vidéo. C'est une option qui marche plutôt bien, qui n'est pas nouvelle. Et vous avez touche appareil de photo flottant, donc celle-ci vous pouvez la placer un petit peu où vous voulez sur l'écran, c'est toujours sympa. Et pour ce qui est de la touche volume, celle-ci vous pouvez la paramétrer, enfin ça c'est un truc qui est directement lié à Android et qui n'est pas nouveau. Pour la photographie elle-même, alors vous avez plusieurs modes en fait. Vous avez le mode auto où le logiciel et l'appareil photo vont gérer absolument tout. Vous n'aurez rien à faire si ce n'est cliquer pour faire une photo. Vous avez un mode pro où là vous avez la possibilité de gérer les ISO. Donc plus vos ISO seront bas, plus la photo sera sombre directement, nativement, mais en fait ça va améliorer sa qualité dans le sens où il n'y aura pas une surpixelisation de la photo et cet effet de grain qui est lié au bruit numérique. Mais il faut savoir que si vous voulez faire des photos en mode pro en conservant une bonne qualité, c'est-à-dire en restant entre 50 et 100 ISO sur ce genre de produit, du coup il faudra avoir un temps de pause très long. Et du coup ça nécessitera de caler son smartphone ou d'avoir un trépied. Donc ça c'est une chose à savoir, mais ça permet néanmoins de supprimer cet effet granulé des photos en soirée qui sont un peu dégueulasses. Mais ça s'applique bien sûr qu'aux photos de paysages ou aux photos de choses fixes, d'architecture, etc. Une personne qui bouge, ça ne marchera pas, vu que la personne va se déplacer pendant le déclenchement. Vous avez plusieurs filtres de couleurs, ça reste assez classique. Vous avez la possibilité de choisir votre mise au point manuelle ou en mode infini ou alors en mode macro. La balance des blancs, donc en fonction de si vous êtes au soleil, si vous êtes dans une zone avec un éclairage fluorescent, incandescent, etc. Ça c'est important parce que ça va vraiment vous donner la balance des blancs et la justesse des blancs sur votre photographie. C'est un peu ce qui est gênant sur les photographies des gens qui ne maîtrisent pas forcément ce paramètre et qui shootent en manuel. C'est que la photo a tendance à être jaunie, donc c'est un petit peu dégueulasse. Donc il est important de respecter la colorimétrie et la balance des blancs de ces photographies. Et voilà pour la partie pro. Ensuite, vous avez une partie panorama, donc ça qui est toute classique, hein, qui vous permet de balayer un panorama, tout simplement. Excusez-moi. Vous avez ensuite une mise au point sélective, donc là vous pouvez faire des photos. Je vais vous présenter rapidement, je ne sais pas si ça va marcher directement. Vous pouvez faire une mise au point ici. Voilà. Donc en fait là, lui, il vous permet de modifier la zone de focus. Donc là, vous voyez bien que j'ai fait un focus sur l'objectif de mon appareil. Alors, attendez, tac. Donc en fait, il vous propose soit le focus proche, soit le focus lointain. Donc en fait là, vous voyez que finalement c'est le fond qui est flou, enfin le fond qui est net, pardon, et le sujet principal il est flou. Donc ça c'est sympa.
On n'a pas une souplesse qui nous permet vraiment de modifier, comme on peut trouver sur les appareils photo hybrides, d'ailleurs en ce moment, qui nous permet vraiment de jouer sur la profondeur de champ, c'est soit c'est loin, soit c'est proche. Donc ça c'est la limite du système. Après c'est quand même toujours une option qui est en plus et qui est du coup toujours sympa. Un mode ralenti, donc ça c'est un mode de vidéo ralenti, donc l'appareil photo fait énormément d'images par seconde pour ensuite les ralentir, donc ça c'est un truc qui est relativement classique. Vous avez l'hyperlapse, donc là c'est l'hyperlapse, je m'en sers jamais, je m'en suis jamais servi. Pour moi, c'est bon, on va s'en servir, hein, on va juste regarder qu'est-ce que ça fait. Je pense que l'hyperlapse, ça doit être un petit peu une vision un petit peu saccadée. On va voir ce que ça nous propose. Tac. Ouah, super, excusez-moi. Ouais, en fait, c'est une vidéo un petit peu saccadée. En fait, c'est ce que vous pouvez faire si, par exemple, vous êtes. Moi, j'avais fait ça récemment en étant à Times Square, où en fait, vous pouvez accélérer un peu les mouvements et du coup, ça vous donne cet effet fourmilière un peu sur une ville. C'est sympa, donc ça, c'est présent d'origine sur le smartphone également. Et voilà pour la partie photo. Je ne crois pas qu'il y ait grand-chose d'autre. Il y a le photo aliment. Euh, mais ça, c'est une particularité qu'on verra plus tard. Parce que, attendez, si je fais un test, juste, je voulais juste quand même voir ce que ça nous donnait. Photo aliment, ouais, en fait, je pense que photo aliment génère également un petit flou qui est un petit peu numérisé, qui est un petit peu exagéré. Parce que là, en fait, on voit clairement que la découpe, elle n'est pas forcément nette, que le logiciel a du mal à capter les contrastes qui permettent de faire une découpe propre. Donc en fait, ça s'apparente un petit peu à l'effet bokeh qu'on retrouve sur les smartphones Huawei et Honor. Donc voilà, ça s'appelle Aliment pour ce coup. Ça a le mérite d'exister, c'est plutôt cool. Et vous avez ensuite la photo virtuelle. Donc là, vous pouvez vraiment faire plusieurs photos en tournant autour d'un objet. Donc c'est tac. Je vais aller. Et en fait, il vous indique directement où il faudra se tourner. Alors je suis pas sûr que comme ça va marcher en étant assis. Euh, je sais même pas du tout si ça marche en fait. Attendez, on va réessayer. On va réessayer un petit peu. Ouais, vous voyez, en fait, ça vous donne vraiment une photo. En fait, c'est sympa si vous voulez faire, par exemple, une photo d'une voiture. Vous pouvez faire tout le tour de l'image. Ça marche en plus avec le gyroscope. Donc, vous pouvez faire vraiment un tour à 360 degrés de l'appareil photo et c'est vraiment un truc sympa. Je vais essayer de vous en refaire une un petit peu plus propre parce que celle-ci, elle est un petit peu minable quand même, faut le dire. Alors, on va voir. Je vais déjà me mettre en face. Tac. Je sais pas si ça va marcher comme je l'espère. Ouais, en fait, c'est un petit peu compliqué. Il faut vraiment faire ça en étant debout et en pouvant vraiment tourner autour de l'objet ou de la personne. Mais j'avais déjà fait ça à l'époque parce que ça existait déjà sur le S7 et même, il me semble, sur le S5. À l'époque, je crois que c'était le premier à introduire ce genre de choses et qu'il était même plébiscité pour les agences immobilières parce que vous pouvez vraiment faire le tour d'un immeuble, d'une maison. Donc voilà pour les options photographiques. Ensuite, ce qui va suivre, c'est que je vais faire quelques photographies que je vais balancer sur la vidéo qui est en cours. Je vais mettre un petit peu de musique et puis vous pourrez regarder du coup les photos. Donc c'est des photos qui sont bien sûr en très haute définition. Sur la vidéo de YouTube, elles seront limitées à une définition Full HD en fonction des smartphones que vous utilisez. Néanmoins, vous pourrez voir un petit peu le rendu sur des photos assez propres, parce que c'est vrai que la plupart des essais qu'on peut trouver, c'est un mec qui fait une photo d'un giratoire dans Paris ou qui fait une photo de son plat de pâtes. Donc ça permet vraiment pas de se rendre compte de la capacité du téléphone. Donc je vais faire des photos un peu de paysage, des photos avec des réflexions d'eau, des photos un peu plus proxy. Et elles vont arriver tout de suite là à la suite de cette vidéo. Donc je vous conseille de suivre en fait la vidéo simplement. Il y aura une petite musique et des photos. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt. Merci.
Voilà, j'espère que ces quelques photos vous ont plu. Comme dit, c'est des photos qui ont été un peu dégradées de par le fait qu'elles ont été mises en ligne sur YouTube. Néanmoins, en tant que photographe entre guillemets un petit peu averti, je peux vraiment dire que ce smartphone produit vraiment des photos extraordinaires. Bien sûr, sur le téléphone, elles sont en plus amplifiées et embellies pardon, par l'écran OLED, parce que l'écran OLED a tendance à saturer les couleurs, à avoir des contrastes ultra profonds, avec un noir qui est absolument infini. Du coup, il n'est pas mesurable, vu que sur la technologie AMOLED, le noir n'est pas produit par une orientation d'un pixel, mais par le fait que la LED ne soit simplement pas allumée, donc c'est vraiment du vrai noir. La mise au point est ultra rapide, la stabilisation est super efficace. Il y a un petit côté un peu saturé du coup des couleurs qui est un petit peu gênant, qui se retrouve pas forcément sur les autres écrans une fois que vous les partagez. Mais franchement, c'est vraiment un smartphone qui détonne au niveau photographique, de par ses différents modes, de par la technologie embarquée et également de par l'écran sur lequel il affiche les photos. C'est vraiment que du bonheur, on a vraiment un grand plaisir à utiliser ce smartphone pour faire des photos. Il remplace, je pense, sans problème un appareil photo compact classique. Après, je parle pas des compacts haut de gamme ou experts, mais franchement, en tant que photographe, c'est vraiment un vrai plaisir à utiliser. Le déclenchement est quasiment immédiat. Vous avez la panoplie de réglages qui s'apparente un peu à tout ce qu'on peut retrouver sur un ancien appareil photo en fait, hein. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un smartphone qui détonne, qui n'a pas autant de petits côtés créatifs comme on peut retrouver chez Huawei ou Honor. Mais tout ce qu'il le fait, il le fait super bien, super rapidement. Et voilà, c'est vraiment un mini appareil photo qui n'a pas à rougir. Si vous prenez le temps de maîtriser la bête, honnêtement, vous pouvez sortir des clichés vraiment incroyables. Et je pense que dans quelques petites années, à mon sens, les appareils photo ont vraiment du souci à se faire. Le seul point qui serait à améliorer pour moi dans le futur serait bien sûr d'utiliser des capteurs photo plus grands qui permettrait de capter beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de détails et d'être moins sensible à la baisse de la luminosité, tout en générant en plus une mise au point un peu plus courte et du coup un rendu encore plus pro. Donc à suivre, peut-être pour de prochains smartphones, peut-être que ce sera le prochain vraiment gros challenge des fabricants. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre ma chaîne, à liker, à faire ce que vous voulez. Ça me fait vachement plaisir parce que je reçois de plus en plus de soutien, de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de commentaires relativement sympas. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à regarder cette vidéo pour voir différentes photos, etc. Il y en a un paquet. J'espère que ça vous aura aidé si vous étiez en train de vouloir changer de smartphone et vous aviez des questions à vous poser sur le rendu photo. N'hésitez pas, foncez, prenez le temps de maîtriser la bête, essayez de ne pas trop vous contenter du mode classique, en fait, du mode automatique. Essayez d'aller un peu fouiner dans les paramétrages. Et en plus, il y a ce petit truc dont j'ai pas parlé avant, qui s'appelle Bixby, qui est un assistant et qui en fait, lui, a pour boulot de reconnaître ce qu'il voit sur la photographie. Et par exemple, si je prends une photo d'un appareil photo ou d'une plante, et ensuite il peut directement me donner un lien de recherche pour ce qu'il a vu. Donc si vous voyez un tabouret, une chaise ou un vêtement un petit peu cool dans un magasin, vous pouvez le prendre en photo et puis lui il va directement vous proposer ce qui s'en rapproche le plus avec les liens d'achat, etc. Donc c'est vraiment sympa. C'est une technologie qui est un petit peu nouvelle, donc ça vaut le coup d'être précisé. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.